Allô tout le monde, bienvenue à Objet UX. Cette semaine, on parle de la place de l'utilisateur dans le design d'objets. Plus particulièrement, on va voir du design à impact positif avec Thibaut Lereyer, qui est fondateur de Punctuate Design. Thibaut a eu la chance de travailler dans des endroits comme Paris, Hong Kong, Montréal et New York. Il a fait du back and forth entre ces différentes grandes villes dans des agences qui travaillent avec des grands joueurs de l'industrie, autant que des startups. Donc, on va adresser tout ça avec Thibaut à l'instant. J'aimerais entendre de ta part comment ça s'est passé, le début à titre de designer. Ok, je peux faire un petit résumé rapide de mon expérience depuis que j'ai commencé ma carrière de designer, on va dire. Ouais. J'ai fait une école de design. Du coup, j'ai fait un master en design produit à Paris, dans une école qui s'appelle Créapol. Donc, c'était vraiment spécialisé en design produit, design industriel. Après ça, j'ai eu la chance d'aller 6 mois à New York dans une autre agence de design. Donc, c'était vraiment c'était pas un stage, mais c'était un peu une mission pour 6 mois, on va dire. Et après ça, je suis retourné à Paris rapidement et je suis reparti pour 4 très belles années à Hong Kong. Du coup, c'est assez incroyable, Hong Kong. Je sais pas si Samuel, tu as déjà été à Hong Kong. Non, c'est ça, j'ai pas encore eu la chance d'aller en Asie, tout court, en fait. Et comment t'as fait pour atterrir d'un à Hong Kong? J'avoue que ça, c'est une des questions que j'ai. Alors, la question, c'est assez. On me la pose souvent la question parce que c'est vrai que quand tu es en France, je sais pas, tu te dis, mais pourquoi tu vas partir en Asie? Mm. Et en fait, comment ça s'est fait? C'est que j'ai mon meilleur ami qui lui, quand moi j'étais parti à New York, lui est parti et a travaillé pour une compagnie à Hong Kong. Qui faisait pas mal d'accessoires de piscine et d'autres choses comme ça. Et en fait, il est resté là-bas, il a trouvé un job. Et pendant que moi, j'étais à New York, et après, quand je suis rentré à Paris, toutes les semaines, il m'envoie un petit message: Thibaut, faut que tu viennes à Hong Kong, c'est vraiment super. Il y a pas mal de travail, on est à côté de l'usine, donc c'est assez cool. On fait la fête à Hong Kong, c'est vraiment une ville cool. Et pendant 2 ou 3 mois, j'ai résisté. Je me suis dit, non, il faut que je reste à Paris, il faut que je trouve un job ici, voilà, et tout ce qu'il y a. Et je crois que du jour au lendemain, je me suis dit, bon, en fait, c'est pas possible. Je vais aller voir et puis on verra ce que ça donne. Donc, j'ai dû prendre mon billet pour, je crois, un mardi. Et le mercredi d'après, je suis arrivé à Hong Kong. Donc, du coup, cet ami-là, Michel, m'a hébergé au départ quand je suis arrivé. Puis après, du coup, j'ai fait un peu mon business et commencé à rencontrer des agences de design. Mais en fait, c'est ça. J'ai pris mon billet du jour au lendemain. Une semaine OK. après, j'étais là-bas et je suis resté pendant 4 ans. OK. Puis, est-ce que le travail était très différent de ce que tu connaissais justement? Tu étais à Paris, justement, ça? Donc, Bah, de ce que tu connaissais avant? C'était un peu différent parce que j'ai jamais vraiment travaillé à Paris. En fait, j'ai fait pas mal de stages quand j'étais plus jeune. Euh, Après, ce qui était vraiment cool quand je bossais dans l'agence de design de Hong Kong, c'était que ça s'appelait C7 Design. OK. Mon boss c'était un Allemand qui était à Hong Kong je crois, depuis plus d'une dizaine d'années. Et en fait, l'avantage vraiment, c'est qu'il y avait lui, il y avait une graphic designer qui était avec nous, et il y avait moi qui suis arrivé en tant que junior designer produit, en fait, on va dire, junior product designer. Et en fait, l'avantage, c'est que sorti de l'école, quasiment, quand tu arrives là-bas, c'est un peu le grand bain. Donc, du coup, tu gères, vu qu'on n'est pas beaucoup non plus, tu gères tes projets, tu gères les clients, même quand tu es un petit peu jeune, justement. Donc, en fait, tu prends une expérience qui est énorme. Dans les 4 ans que j'ai fait là-bas, c'était vraiment incroyable, en fait. Et une fois que je suis parti de là-bas, en fait, on a réussi à embaucher en plus un autre junior designer. Et quand moi, je suis passé un peu mid-level, j'étais pas encore au bout de 4 ans, j'étais pas encore senior designer du tout, mais je faisais déjà des tâches qui étaient quand même assez poussées, on va dire. OK. C'est vraiment bien. Puis, ensuite de ça, tu as fait Hong Kong, puis tu es allé à New York. C'est bien Ouais. ça? Ouais, du coup, dans ce studio-là, on bossait pour des marques comme Philips, comme Lenovo. On faisait les recherches de tendance pour Lenovo. Philips, on faisait tout ce qui était la gamme, c'était un peu tout ce qui était sèche-cheveux, rasoir, pas mal de produits aussi pour l'Asie. Donc, c'était pas mal ça. Et après, comme beaucoup de studios, on a nos gros clients et après, on a pas mal de petites startups qui nous permettent justement de faire des trucs où c'est un peu plus fun et un peu plus créatif. Donc, là, on peut s'amuser un petit peu plus. Et ouais, au bout de 4 ans, en fait, c'était très, très cool. Et je suis un peu, je vais pas dire carriériste, mais un petit peu quand même. Donc du coup, je me suis dit qu'au bout d'un moment, j'étais un petit peu, pas, un peu bloqué, où je voulais continuer à grandir en tant que designer, en tant que Après personne 4 aussi. ans, tu plafonnais un peu, dans le fond. En fait, c'est un peu ça. C'est au bout de 4 ans, tu te dis, bon, non, c'est bien, on a une petite agence, on apprend beaucoup, mais c'est comme tout le monde. Tu veux toujours plus, et tu veux en tout cas toujours continuer d'apprendre, on va dire. Reach for the star.
Exactement. Bah, du Ouais. coup, quoi de mieux que pour les stars, aller aux États-Unis, en fait. C'est vraiment ce que j'avais en tête. Et donc, du coup, ouais, donc, je suis parti à New York. Ça faisait la première fois que j'avais été à New York, j'avais déjà en tête d'y retourner. Sauf que comme je pense beaucoup de personnes, ça, c'est très compliqué d'avoir des visas quand on n'est pas américain. Donc j'avais toujours cette idée en tête qui m'était restée la première fois que j'étais là-bas pour la première mission. Et du coup, j'ai travaillé pour ce visa. Donc j'ai réussi à avoir ce visa avant de partir. Et oui, donc en fait, je suis arrivé là-bas. J'ai eu un visa qui était pour 3 ans. OK. Après, j'ai rencontré, j'ai fait pareil que ce que j'ai fait à Hong Kong. J'ai rencontré des gens, des agences. Et j'ai fini par trouver un travail dans une agence qui s'appelait P9. Donc c'est bien, j'ai fait C7, après j'ai fait P9. OK. On reste dans les chiffres, c'est assez drôle au final. Et là, pour le coup, on était 25 dans l'agence. On était 6 ou 7 designers. Il y avait une équipe de 5 ingénieurs. Il y avait 5 ou 6 graphic designers. Et puis des gens qui étaient aussi en marketing, en sales et un peu différents. Donc, c'est bien d'avoir la petite team et aussi la grosse team après qui est vraiment, vraiment différent. Puis tu disais, justement, puis là, je te ramène à Hong Kong parce que ça m'a interpellé, mais tu as dit que tu faisais des grandes compagnies, tu sais, Philips, tout ça, puis Ouais. aussi de la startup, parce que c'est là que tu as eu la piqûre, justement, d'aider la startup avec le design, dans le fond, comme je sais que tu en fais beaucoup actuellement. Ouais, c'est toujours un peu, c'était un peu pareil. Même si je rejump, je fais la différence entre Hong Kong et New York. C'était un peu pareil à New York. Tu vois, on bossait pour des marques comme Oxo, Honeywell, Vicks. Donc c'est quand Ouais. même des purs, c'est quand même des grosses marques aussi. Par contre, on a toujours des petites startups, enfin des petites startups, parfois des grosses, mais toujours en mode startup. Donc plus on lance un produit, on crée, on est un peu fou et voilà. Et ça, en fait, c'est vrai que c'est un truc qui me plaît énormément dans le sens où c'est des gens qui sont assez ouverts. Souvent, ils ont une bonne idée de là où ils veulent aller, mais il y a aussi tout à construire. Donc, à la fois, quand on crée le produit, on crée aussi cette image de la startup en elle-même. On travaille la stratégie produit, mais du coup, vu qu'ils ont un seul produit en général, ou peut-être deux, on travaille aussi un peu la stratégie de la boîte en même temps. Donc, c'est vraiment les aider à se développer et à créer leur entreprise, en fait. En fait, c'est plus macro ce que tu peux faire dans une startup aussi. Ouais, exactement. Et puis, tu as aussi t'as moins d'étages. C'est plus facile de gérer une startup même si c'est une startup où il y a 15 personnes, euh, j'ai l'impression que les gens sont plus proches et il y a moins de niveaux hiérarchiques Ouais. où quand on bosse avec des grosses boîtes, par exemple, il faut prendre tout ce qui est les demandes du marketing, qui va devoir se battre avec les ingénieurs vont devoir parler avec les managers. C'est pas le même process, c'est beaucoup Il y a plus moins de jeux long du aussi. téléphone, peut-être aussi. Tu sais. Ouais, c'est ça. Et puis tu vois, ça prend beaucoup plus de temps en fait dans une grosse boîte. Les startups, c'est assez rapide. Ils prennent une décision, ça prend 3 jours, c'est fini, hop, on n'en parle plus. Donc c'est plus Ouais. efficace, on va dire. Fait que ouais, ça rapporte aussi un peu au côté où ça bouge vite. Donc, j'imagine que c'est un peu dans ta façon de faire aussi. De voir que tu as plafonné après 4 ans, mettons, à Hong Kong, tu es passé à New York, puis juste à voir comment tu as bougé, en fait, parce que tu pas juste allé de Paris à Hong Kong, puis après ça à New York, puis à Montréal. Tu as fait un peu d'aller-retour, si j'ai compris. Ouais, j'ai fait un petit peu d'aller-retour, mais c'était vraiment New York, Hong Kong, après New York, et après du coup maintenant Montréal où je monte le studio de design maintenant. Mais ouais, c'est vraiment une bonne expérience. Je dis pas qu'il faut bosser que dans les startups ou que dans les grands groupes, c'est vraiment des façons de travailler qui sont aussi différentes en fait. Puis, justement, tu viens de parler de Montréal. On a fait une acrostiche dans ton parcours euh, vers, euh, vers la startup, mais justement, fait que là, tu es passé de New York, encore un grand groupe qui faisait un peu. Une agence qui faisait des grands groupes et des startups, puis tu es Ouais. allé à Montréal. Fait que là, tu peux expliquer qu'est-ce qui t'a amené à faire le champ Punctuate Design. Euh, Déjà, Montréal, je pense que c'est une très belle ville. Je pense que après avoir fait justement deux grosses villes comme Hong Kong et New York, où tout est très speed, je vais pas dire que les gens se tuent entre eux au travail, mais c'est quand même très intense et c'est pas pareil en fait. Et j'ai découvert à Montréal qu'on peut à la fois faire du très bon travail, mais aussi avoir un lifestyle qui est assez sympa et juste les gens au Québec sont gentils. C'est ça qui nous ont fait rester, je pense. OK. Bon, en tout Donc, cas, c'est bon. Puis, qu'est-ce qui t'a fait décider de te partir en ouais. agence, justement, parce que tu as travaillé pour d'autres durant un certain temps, puis là, tu as décidé, OK, je fais ma propre agence. Ouais, en arrivant à Montréal, j'ai rencontré un peu les agences qui étaient ici, en fait. J'en ai rencontré 3-4, donc j'ai rencontré les fondateurs, donc ça se passait bien. Il n'y a pas eu trop de problèmes là-dessus. Juste que j'ai pas vraiment trouvé ce que je voulais comme mission ou comme vision du design studio que j'avais en tête, en fait.
je retombais un petit peu dans ce que j'avais déjà fait, soit à Hong Kong, soit à New York, où on fait des produits, on répond aux demandes de nos clients, et puis comment dire? Et puis, je veux dire, on pousse pas forcément plus leur vision, ou on ne challenge pas vraiment les choses, en fait. C'est plus, on prend, notre client veut ça, on va faire ça, et puis c'est très, très bien, en fait. Et j'ai eu l'impression, je pense peut-être que je me trompe, mais j'ai eu l'impression que c'était un petit peu pareil, en tout cas. Et je me suis dit que, en fait, j'avais pas envie de, comme je pense que j'étais déjà dit auparavant, de remettre un nouveau morceau de plastique sur le marché et au final pas réfléchir vraiment. On réfléchit l'utilisateur, mais c'est pas forcément assez poussé dans tous les cas. Ouais. Ben, on réfléchit à l'utilisateur, mais peut-être pas à l'environnement dans ce côté-là. Puis Exact. un vient un peu avec l'autre aussi. Quand on pense utilisateur, on peut penser long terme aussi. Ouais, c'est Euh, exactement ça en fait. C'est que la mission que je cherchais, c'était vraiment une mission où on crée des produits qui sont circulaires, où à la place de. Mais je pense que c'est aussi dans la tendance et c'est aussi la bonne période pour faire ça. Et c'est peut-être ça qui m'a fait que je me lance. Et ouais. c'est vrai que passer de ce qu'on était avant à tout ce qui était l'économie linéaire à maintenant Ouais. vouloir faire une économie circulaire, on est d'accord que les designers, en général, que ce soit de n'importe quelle sorte de designer, on est souvent les gens qui touchent l'idée en premier. En tout cas, il y a l'idée et il faut la transformer. Donc, c'est souvent des designers ou des ingénieurs qui touchent à cette partie-là. Et du coup, c'était exactement ça, en fait. C'était un peu ma mission de transformer tout ce qui était linéaire en quelque chose de circulaire. Puis un peu aussi, si tes décisions vont avoir un impact, justement, parce que t'es encore plus, comme tu disais, au niveau de la startup, ou peut-être que tu as un lien direct avec le décideur. Et puis Ouais. tu peux essayer d'amener ton expertise, justement, pour aller vers quelque chose qui est plus circulaire, j'imagine. Ouais, c'est exactement ça. Comme tu viens de dire, c'est qu'on spécialise vraiment dans les startups à impact. Et ce que ça veut dire, se spécialiser dans les startups à impact, ça veut pas dire grand-chose. On n'a pas des spécialités forcément qui sont plus poussées que d'autres. La grosse différence, c'est qu'on aide vraiment nos clients à mettre en lumière ce qu'ils ont en tête et l'impact qu'ils veulent avoir. Donc, on définit OK. vraiment leur impact à un niveau un peu poussé pour juste pour eux et aussi pour leurs clients. On essaie d'avoir, quand je dis startup à impact, c'est que ils font vraiment quelque chose pour aider euh, soit la planète, enfin quelque chose soit sociétal, soit environnemental, mais c'est vraiment avoir un des deux impacts pour pousser leurs produits et leur compagnie un peu plus loin, on va dire. Puis, mettons, juste pour rebondir là-dessus, tu dis startup à impact. Qu'est-ce qui définit une startup à impact? Est-ce que, comme tu le sais dès le départ, en travaillant avec une startup, en parlant avec une startup, ou c'est quelque chose qui se génère en travaillant avec toi ou en travaillant avec Punctuate Design? Ou... Je pense que je pense que chacun voit les startups à impact un peu comme il les voit. Chacun a un peu cette définition de ce qu'est une startup à impact. Et pour moi, c'est quelque chose qui va avec mes valeurs. Donc vraiment réfléchir à l'environnement, réfléchir à avoir un impact, ce que je disais, environnemental ou sociétal. Euh, ça, ça peut être pas mal de choses. Ça dépend vraiment de comment chaque personne définit ce qu'est une startup à impact. Pour moi, je pense que c'est plus, j'aime beaucoup tout ce qui est environnement. C'est vraiment notre mission à Punctuate. On essaie vraiment de pousser dans tout ce qui est environnement et circulaire. Donc, je pense que quand il y a une startup qui a une idée là-dedans, on essaie justement de les aider à l'accompagner vraiment et réaliser cette idée sans avoir une idée qui est magique au départ et pour des contraintes, quelles qu'elles soient, devoir réduire et perdre un petit peu cet impact qu'on veut justement. Que je change, j'aimerais ça aller peut-être plus dans le concret à ce niveau-là. Donc, est-ce que tu aurais comme une anecdote en lien avec peut-être, je sais pas, la création d'un produit ou ça peut être dans le passé, ça peut être à Hong Kong, ça peut être à New York, mais puis peut-être on peut. On n'est pas obligé d'aller dans une anecdote en lien avec l'environnement ou chose, mais juste une anecdote professionnelle euh, qui pourrait être intéressant pour le public. Genre. Hum, J'en ai une qui est assez drôle, Ok, ouais, vas-y. qui est pas du tout en lien avec l'environnement, mais plus quelque chose qui m'a marqué. Et je pense que c'est peut-être là que ça vient, le fait de vouloir faire des trucs qui sont pas du tout à base de, je vais pas du tout à base de plastique. En tout cas, pas des plastiques qui vont vraiment polluer et rester. C'est à Hong Kong, on a un fournisseur qui était venu nous voir, qui venait nous proposer justement différents types de bioplastiques et des choses qui étaient assez intéressantes. Et au bout d'un moment, il nous sort une petite plaquette en plastique rouge. Et on demande ce que c'est. Il nous fait, ça, c'est un plastique. Mais l'avantage et l'utilité de ce plastique, c'est pas vraiment dans les produits. Et à côté, il nous sort une petite seringue. Je dis, mais c'est quoi ça? Et en fait, il fait, du coup, on peut injecter ce petit plastique dans, par exemple, je parle de viande, mais on peut injecter ça dans un steak haché ou dans quelque chose comme ça, qui est plus bon depuis 2 semaines. On injecte tout ce truc de plastique à l'intérieur, et apparemment, ça lui redonne le meilleur goût que tu n'as jamais goûté.
Donc, tu vois, OK. à partir du moment où j'ai vu ça, je me suis dit, c'est bizarre quand même. C'est bizarre, c'est un peu chelou ce qu'on peut faire avec les plastiques quand tu peux les combiner dans des trucs comme ça. Donc, ça, c'est vraiment une anecdote qui m'a marqué où je me suis dit, ah, il faut rester vraiment loin de tout ça. Et t'as des possibilités qui sont infinies que tu connais pas. Et après, sinon, une autre anecdote, plutôt quand Attends un peu. j'étais. Avant, je veux t'arrêter. La question, c'est est-ce que tu y as goûté? Non, 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 OK, impossible. Impossible. OK. Fait qu'il disait, dans le fond, si on prend, disons, un steak haché qui est comme rendu brun, là, justement, Ouais, on, ouais, le on peut truc. injecter le produit, mais c'est un produit plastique dans ce cas-là, c'est un polymère? Ouais, c'est une espèce de polymère plastique qui est fondu, qui est liquide. Et donc, je sais OK. pas si c'est quelque chose qu'ils font régulièrement ou pas là-bas, mais en tout cas, c'était assez bizarre, on va dire. Fait qu'on Donc ça, s'éloigne genre de l'économie circulaire, puis ah oui, non, mais là, on s'éloigne complètement, mais c'est vraiment, tu me dis, dans ma carrière de designer, un truc qui m'a marqué, c'est vraiment, je pense, la chose qui m'a marqué le plus, en fait. ouais, ah ben, je comprends. Ouais. Fait que, ok, je vais tester avec ton deuxième anecdote d'abord. Je voulais juste savoir si tu y avais goûté pour comprendre Non, non, genre, non, le non, non, test c'est impossible. utilisateur, tu sais. C'est impossible, ça. Ok. Non, la deuxième chose que je veux dire, c'est plutôt, je pense que c'est une anecdote que pas mal de designers ou pas mal de gens ont déjà eu. C'est plutôt de travailler vraiment avec des grandes marques. On apprend que tout ce que, bon, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui parlent aussi de design thinking ou des choses comme ça. En fait, c'est vraiment, pour moi, la définition de design thinking, c'est vraiment mettre l'utilisateur au centre. Donc, je pense que c'est quelque chose que quasiment tous les designers font, en tout cas, Mhm. une grosse partie des designers. Et je sais que justement, en travaillant pour des gros groupes, je vais pas citer de nom, mais il y a des marques qui, oui, pensent à leurs utilisateurs, mais pensent surtout à leurs features, à tout ce qui est comment on peut faire pour aller chercher des clients, euh, pas forcément en répondant à leurs besoins, mais en donnant plus de choses dont ils n'ont pas forcément nécessaire. À la place de faire un produit qui répond vraiment parfait à ton client, tu vas faire un produit avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de features. Comme Mhm. ça, tu vas pouvoir donner plus de choses à certains clients. Donc ça, c'est vraiment des choses qui m'ont marqué dans le sens où bah, maintenant, j'essaie de prendre un peu le contre-pied de ça et faire des produits qui sont vraiment, comment dire, vraiment designés, vraiment pensés pour l'utilisateur, avec pas trop de fonctions, ou même si parfois c'est du low-tech, on n'utilise pas de technologie, mais vraiment répondre à ce que le client veut et pas juste pour un purpose marketing, mettre plein de trucs dans n'importe quel produit. Donc ça, Est-ce que. c'est... Non, excuse-moi, vas-y, finis. Non, j'allais dire ça, c'est quelque chose que je pousse vraiment avec mes clients, c'est que si j'ai certains clients qui veulent faire absolument deux, trois choses, mais on étudie et je pense que c'est pas forcément la bonne chose, on va faire des tests utilisateurs, on va voir avec eux et après c'est vraiment essayer d'arriver à négocier avec le client et un peu de mettre toi, ta vision des choses, et en tout cas de les penser à réfléchir si c'est vraiment une chose à faire ou pas. Ouais, puis dans le fond, de prioriser le feature le plus important, puis ensuite de savoir si les autres, c'est des réels ajouts. On dirait que ça me fait penser à tu sais, la dette potentielle genre, tu sais, d'un produit qui, est là, qui existe depuis un certain temps, puis qui a des features qui sont dragged, tu sais, qui suivent depuis le début du produit. C'était Ouais. déjà arrivé, je suis en train de travailler sur un produit comme ça qui disons, des antécédents, puis on veut rajouter un nouveau feature on top, puis c'est comme, ça devient un peu une lasagne. Ah bah oui, bah c'est exactement l'exemple que je viens de donner, c'est ça, c'est qu'au départ on avait, c'était pour un humidifier que j'avais fait ça Ouais, ouais. il y a quelques années déjà, pour, pareil pour une grosse marque et du coup je travaillais directement avec le project manager et le manager produit aussi. Et c'était vraiment, bah, on était en train de faire un produit qui répondait parfaitement à l'utilisateur. On avait fait venir une vingtaine de personnes pour tester le produit, donc tout fonctionnait bien, c'était bien. Et puis le marketing qui arrive et qui fait ah non non non, il faut qu'on vende un peu le produit plus cher. Et en fait, la façon de vendre le produit plus cher, du coup, c'est de rajouter un feature. Ouais. Et c'est ça qui est un peu dommage, c'est que tu peux toujours vendre ton produit plus cher en faisant de la meilleure qualité ou d'aller attaquer un marché différent, mais pas forcément en rajoutant des features qui sont pas vraiment utiles ou qui sont pas demandées. Donc, Et au final, ça brouille ouais. les cartes. Là, tu sais, c'est comme, je pense, ça devient encore plus complexe. Puis, j'imagine, tu sais, souvent, tu vas ajouter ce feature-là, mais c'est peut-être pas un feature qui est demandé. Est-ce que quand il y a eu un test utilisateur entre le premier feature, le premier Non. produit, par ça, le nouveau feature qui a été ajouté? Bah, c'est ça exactement. C'est souvent, ils ne refont pas de tests utilisateurs. Ou après, tu fais des Ouais, tests utilisateurs où ça répond à ce que tu veux trouver aussi. Donc, ça dépend un ouais. peu comment tu fais les choses. Des tests qui sont plutôt biaisés. Là. Ouais, c'est un peu ça. Ok, super. Fait que là, je vais lancer une petite slide justement. On en a parlé un peu, mais j'aimerais ça qu'on parle un peu in-depth de
la startup vs les grands groupes. On parlait tantôt, je suis un peu au niveau de l'organigramme quasiment. On s'entend, les grands groupes, il y a plusieurs parties prenantes. Ouais. C'est ça, les startups sont directement avec les decision makers, comme on dirait en anglais. Ouais, c'est un peu ça. Et je me demandais justement, toi, tu as fait plusieurs grands groupes. Moi, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je vais être in-house pour un grand groupe. Donc, Ouais. Mais c'est encore différent. ouais. Quand on est en agence, justement, est-ce que ces grands groupes-là, des fois, il y avait déjà leurs équipes design? J'imagine un Philips de ce monde doit avoir déjà une équipe R&D. Toi, en tant qu'agence, c'est quoi ta position par rapport à eux, justement? Bah, c'était. Si je parle que ce soit de Hong Kong ou New York, c'est toujours l'idée de. Oui, ils ont des designers, ils ont pas mal. Ils ont des équipes de design interne, hein. Là, il n'y a pas de problème. J'ai l'impression que ce qu'ils venaient chercher chez nous, chez un design studio, c'est plutôt peut-être un peu plus de créativité, je veux dire, ou des choses un peu différentes de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ce que je peux comprendre, c'est que quand on est une agence, au final, on fait tous les 2, 3 mois ou parfois 6 mois, un an, ça dépend de la taille du projet. On change de projet, on change d'idée, et au final, c'est ça qui est aussi excitant, c'est qu'à chaque fois, on doit être super curieux et on doit refaire des recherches et rapprendre un petit peu tout sur chaque produit qu'on recommence. Alors que c'est vrai que quand tu es un petit peu, peut-être par rapport à ton expérience, tu vas pouvoir me le dire, mais quand tu es in-house, c'est vrai que tu travailles tout le temps sur le même type de projet en général, et du coup, c'est peut-être plus compliqué. J'ai jamais fait in-house, donc je peux pas Ouais. vraiment juger là-dessus, mais je dis que c'est peut-être plus compliqué de venir avec des choses un peu folles, ou pas forcément venir avec des choses un peu folles, mais de penser au-delà des limites imposées par les contraintes par la compagnie, par exemple, tout ce qui est fabrication, des choses qu'on connaît par cœur, en fait. Alors qu'une agence ne connaît pas forcément toutes les contraintes, donc du coup, elle va peut-être essayer de pousser des trucs un petit peu plus, même si au final, on revient dans le faisable avec des choses qui sont fabricables, mais je me dis que ça pousse peut-être un peu plus les choses. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je pense que ça peut faire du sens. Moi, ce qui m'intrigue, justement, dans ce contexte-là, moi, quand j'étais in-house, je pense que j'ai la chance d'avoir été dans une entreprise qui était quand même assez ouverte à des trucs un peu champ gauche. Ouais. Mais ce qui m'intrigue par rapport à ton expérience en agence, c'est est-ce que ton mandat, c'était clairement, genre, vous êtes engagé à titre de joker, justement, un peu comme quelqu'un qui va venir brasser les cartes, ou ça, c'est plus intrinsèque au fait que vous êtes une agence, mais c'était pas vraiment dans la demande en soi, tu sais? Je pense que c'est plus ça. Je pense que c'est, en tout cas, quand on bossait, par exemple, un exemple tout bête, mais par exemple, quand on bossait pour Lenovo, quand j'étais à Hong Kong, Ouais. donc Lenovo, on faisait pas forcément du design. Pour eux, on faisait surtout des recherches de tendance. Et c'était vraiment créer tous les 3 mois un journal de tendance. Donc, c'était des tendances on allait vraiment, c'était assez pointu, pour pouvoir donner ce journal de tendance justement aux 300 designers de chez Lenovo, pour qu'eux puissent justement penser, on va dire, out of the box et réfléchir à des choses un petit peu différentes pour le futur de la marque, en fait. Donc, OK. les fois où nous, on a été appelés, c'était vraiment plus pour, soit pour ça, soit pour les marques Philips ou pour les autres marques comme Honeywell, Lenovo ou d'autres. C'est vraiment ouais, garder cet aspect un peu créatif du design studio qui vont nous aider des idées un petit peu nouvelles qu'on n'a pas l'habitude de voir, en fait. C'est quand même intéressant comme type de mandat. Je suis en train de se dire, OK, je fais les plages de style pour une équipe de 300 designers in-house. Est-ce que le champ, ça doit te sortir de la startup pas mal? Parce que j'imagine après ça, la startup, c'est plus t'es la R&D qu'ils ont, ou est-ce Ouais. qu'il y allait vers plusieurs agents comme ça? Tu sais, la grosse différence aussi, c'est que quand on faisait ça, c'était souvent, même quand on faisait les designs pour d'autres grands groupes, on fait les designs, on les pousse au maximum de nos connaissances, de notre capability. Par contre, en général, après le design, on le donne à la compagnie et du coup, ils s'occupent, eux, de faire tout ce qui est amélioration. Ils travaillent avec leur propre ingénieur et de développer le produit et de l'emmener jusqu'à fabrication. Donc, c'est vraiment ça une des grosses différences, c'est que on s'arrêtait à un certain niveau quand ils n'avaient plus Ouais. forcément besoin de nous. Et après, eux, ils le prenaient en interne, ils le développaient. Alors qu'avec les startups avec lesquelles je travaille maintenant à Montréal, c'est que, en fait, on les aide. Même s'ils ont des ingénieurs en interne, c'est vraiment un travail de, comment dire, D'équipe, là. d'équipe et de collaboration entre la partie interne de la startup et nous, où on fait vraiment un seul et on développe le produit pour que tout se passe bien et que ça arrive sur le marché, en fait. Fait que mettons, OK, si tu me donner un scale, là, ça serait, disons, avec la startup, tu vas de A à Z, disons, puis avec la grande entreprise, tu allais de A à B, là, ou comme, si tu Ouais, avais à le dire de même, mettons.
en Ouais, métaphore. bah, c'est un peu ça. Et puis même, je le vois pas pareil. Peut-être que je suis un peu Vas-y, reprends-moi. bias. Non, je suis peut-être un peu bias parce que j'aime bien bosser avec des startups parce que c'est un peu comme un esprit de famille, en fait, un peu de collaboration. Mhm. Et là, c'est par exemple, les trois derniers clients avec lesquels j'ai bossé sur Montréal, par exemple, bah, c'est des personnes proches, en fait. Tu vois, c'est que si je vois des choses, je vais leur envoyer des liens. Et en fait, c'est autre chose que juste un mandat, en fait. C'est vraiment créer une relation et aider notre client, en fait. C'est vraiment ça l'idée principale, on va dire. Est-ce que tu le vois comme quasiment, tu fais partie de plus de leur entreprise, de leur démarche d'entrepreneuriat, quasiment? Ouais, c'est un peu ça. C'est que tu vois, même si eux, ils ont des conseils à demander, ils vont toujours revenir nous voir. Même pas forcément créer un nouveau projet ou créer un nouveau mandat, mais juste demander des conseils, demander des choses pour avancer leurs produits. Et puis, on va toujours être honnête. Parfois, on peut les aider sur certaines choses et ça nous fait plaisir de les aider. Et parfois, bah, on peut pas vraiment les aider parce que c'est pas notre domaine d'expertise, que ce Ouais. soit pour du marketing ou pour d'autres choses. Et du coup, on va leur recommander des personnes que nous, on connaît qui sont mieux placées pour les aider, en fait. Ouais, c'est peut-être là où, genre, ça devient quand même plus, je veux dire, tricky, là, un anglicisme, mais de comprendre, genre, OK, ben là, cette question-là, c'est pas dans mon champ d'expertise, je t'amène à telle ou telle personne, puis euh, c'est comme, comment est-ce qu'on prend ça, justement, des choses comme ça, c'est quand même intriguant. Ouais, c'est plus, bah, c'est plus vouloir vraiment le mieux pour notre client, en fait. Ouais, Donc, je veux dire, plus une question d'honnêteté, c'est une question de si je pense vraiment que je peux aider, je vais aider. Et sinon, bah, je vais mettre la meilleure personne, la personne la plus compétente que je connaisse dans ce domaine-là pour les aider dans leur domaine. ouais, ouais, c'est vraiment, comme c'est vraiment honnête, je trouve, comme, comme démarche, c'est vraiment intéressant, je pense, de, aussi, comme, c'est ça, comprendre son expertise, puis la mettre out there, puis comprendre genre, quand est-ce qu'on on va chercher de l'aide externe. Ouais, Puis être transparent avec son client aussi. Pas juste appeler quelqu'un, puis, aller chercher conseil, puis dire hey, c'est ça qu'il faut que tu fasses, mais pas côté. Il y a ça ouais, aussi qui peut être faisable, mais on est moins dans l'honnêteté. ouais, je pense que c'est ça, c'est vraiment le mot que tu viens de dire, c'est vraiment l'honnêteté, mais des deux côtés, en fait. Que Ouais, ce soit du côté de mes clients ou du côté de l'agence de design, de Punctuate, c'est pareil, c'est vraiment une. Et je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien et que nos clients sont contents au final. C'est que il y a une sorte d'honnêteté aussi parce on est une petite agence. Donc, je pense que c'est aussi ça qui fait que peut-être qu'on crée la relation plus facilement ou que c'est plus facile avec d'autres agences qui sont aussi potentiellement plus grosses aussi. ouais. Ben, un concept que j'aime bien, c'est la relation de réciprocité. Mm. Ok, tu sais, je pense, étant donné que, disons, vous êtes combien chez Punctuate actuellement? Pour l'instant, moi, en tout cas, je suis tout seul en tant que directeur. Ouais, Et après, je fais travailler des freelances à côté. Donc, c'est plutôt, en général, on est deux, trois à travailler sur les projets. parfait. Fait que, tu sais, vous êtes deux, trois, puis j'imagine la startup, il doit être dans ces eaux-là. Tu sais, souvent, tu sais, un certain, j'imagine 2 à 10, là, des choses comme Pour ça dans l'instant, ce j'ai temps-là. fait, ouais, c'était 5 on est monté à 18 quand même. Avec une startup Ah ouais. ils étaient 18. Donc, c'est quand même Ah, ok, c'était une une bonne pas startup. moyenne startup, ouais. Fait que tu sais, peut-être t'es plus proche dans une relation comme ça de réciprocité où vous vivez un peu les mêmes enjeux, puis vous pouvez tu sais, Ouais. vous entraider dans où vous êtes rendu dans votre parcours, ce qui est le fun aussi. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est qu'en fait, on peut discuter du travail, de ces différents projets, de comment eux, ils gèrent comment dire, leur compagnie, comment moi, je Ouais, gère la mienne. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est vraiment apprendre. Et en plus, on apprend toujours de tout le monde. Donc, au final, c'est ça qui est toujours agréable. ouais, j'aime bien ça. Ouais. Je vais noter ça aussi. Euh, Là, ce que j'aimerais, c'est peut-être faire un petit changement de cap. Retourner un peu vers l'objectif de l'épisode qui était du design à impact positif. Ouais. Ce que je me demandais, c'était un peu. Je pense que tu as travaillé pour des agences, tu travaillais pour des grands groupes, donc je pense que du mass product, je veux pas aussi en design industriel, c'est ça qu'on fait. Ouais. Euh, mais à un moment, tu as eu sûrement une prise de conscience, dans le fond, de ce que tu faisais. Nous parlons un peu dans l'idée où genre, on fait un autre bout de plastique, tu sais. Mais est-ce qu'il y a un moment, tu sais, si tu avais à pinpointer ça sur un babillard, tu sais, euh, qui a fait OK, faut que je fasse quelque chose. Il faut que je revoie ma façon de faire ou le Hum, AA moment. Là. Mais je sais pas si j'ai eu de aha moment ou Ouais, si j'ai toujours eu ça en tête, mais j'ai jamais pu le mettre en œuvre parce que justement, j'étais pas, on va dire, le décideur principal. ouais, Et du coup, c'est vrai que bah, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une façon de penser, une façon de créer que de penser à
à aider vraiment le client dans sa mission, mais aussi à mettre l'impact que le client veut avoir en avant, en fait. Et c'est vrai que ça, quand on n'est pas décideur, bah, c'est un peu plus difficile à mettre en avant ou c'est un peu plus difficile à pousser parce que parfois, au bout d'un moment, faut soit faire de l'argent, soit que le produit sorte, soit plein de raisons qui sont valables. Donc ouais, donc c'est plus difficile. Maintenant, bah, avec l'agence, du coup, je suis décideur, je vois directement avec mes clients. Donc c'est plus ça en fait. Il y a des clients qui sont toujours prêts à faire de l'impact, qui veulent toujours pousser à différents niveaux. Donc c'est Ouais. vraiment juste les accompagner jusqu'à là où eux veulent mettre leur impact, on va dire. Ouais, bah, ça, c'est un jeu de compromis, je me Ouais. pas mal, si on veut faire dans l'économie circulaire ou. Je me demandais, Jean, tu sais, au niveau de ton processus, tu sais, dans le processus créatif de Punctuate, est-ce qu'il y a des key points où, Jean, tu sais, il faut prendre des décisions qui sont pro ou non, dans le fond, tu sais, qui sont positives ou négatives au niveau de l'impact positif, tu sais. Puis est-ce que c'est vraiment comme écrit dans ton processus ou c'est juste à travers un peu partout? C'est vraiment un travail de collaboration avec le client. En vrai, OK. je pense que nous, on va vraiment proposer des idées en passant au produit, en passant aussi au cercle de vie du produit, que ce soit au début, quand on va le fabriquer, que ce soit au milieu, à la fin, si on le réutilise, si on peut remouler enfin, différentes options à la fin. Euh, on a juste un truc en fait, c'est OK. que tout ce qui est recyclable, on essaie vraiment de faire que ce soit au dernier niveau. Parce qu'on est d'accord qu'il y a beaucoup de façons de faire que le produit soit circulaire, qui sont beaucoup plus impactantes que de faire un produit qui va être recyclé, OK. sachant qu'au final, un produit recyclé, enfin tout ce qu'on met et tout ce qui est recyclé, c'est environ 30% de ce qui est fabriqué, et 70%, même si c'est quelque chose de recyclable, c'est pas recyclé. Donc, donc c'est vraiment, en fait, on fait vraiment des démarches on repense pour tout ce qui est fabricability, pour tout ce qui est, enfin, je veux dire, manufacture, tout est pour réutiliser les pièces. En fait, on repense vraiment le produit en lui-même. Et à la fin, si on n'a pas le choix, du coup, on fait bon, bah, du coup, ça va être une partie qui va être recyclable. On essaie vraiment de pousser ça le plus loin possible du processus, on va dire. Fait que tu vas pas comme recycler comme étant la première option, disons, Non, pour transformer ça va quelque chose. vraiment être la dernière option qu'on essaie d'avoir. Fait que c'est quoi ton numéro 1, disons, dans ta liste? Comment on va fabriquer, en fait. C'est plus OK. comment on va le fabriquer. Et comment on peut faire que le produit soit modulaire, tu vois, ça peut être en fin de vie, le client va récupérer le produit, par exemple, peut-être changer quelques pièces, et au final revendre le produit soit en occasion, soit le renvoyer même à l'acheteur, en fait. C'est juste pour éviter que l'acheteur le jette. C'est juste plein de petites solutions qu'on va essayer de définir avec le client, ce que lui il est prêt à faire, ce que nous on est prêt à développer aussi avec lui, pour que, ouais, pour que le produit soit un produit circulaire, c'est toujours compliqué. Il y a toujours des compromis à faire, comme tu disais. Donc, c'est vraiment arriver à trouver les compromis que le client est prêt à faire et là où il veut mettre son point et là où il va avoir le plus d'impact aussi. Ouais. OK. Ouais. Je pense que ça nous amène très bien, en fait, à ma prochaine question, qui est, voilà. Donc, ça serait, est-ce que tu as un exemple d'un projet qui a eu pour toi genre, un impact qui était plus, donc un impact qui était positif? Et j'aimerais ça, Jean, t'entendre par rapport à ça. Jean, puis tu me parles de modularité, ces choses-là. Est-ce que tu as un exemple concret de cette démarche-là de chez Punctuate Design, dans le fond? Bah, je pense que c'est potentiellement un des premiers projets que j'ai fait en arrivant à Montréal. OK. Et d'ailleurs, j'ai fait un post LinkedIn cette semaine pour eux, une société qui s'appelle Novagro, qui OK. font des jardins d'intérieur, en fait. Des jardins d'intérieur pour faire pousser des micro-pousses. OK. Et en fait, leur idée, dans le sens où il y a plusieurs points ici. C'est qu'en fait, eux, ils voulaient vraiment avoir un impact dans le sens où, à la place d'ajouter des herbes ou pas forcément des légumes, mais des salades, des petits pois, tout ce que tu veux, que ce soit vraiment, ça met du temps à pousser, ça demande beaucoup d'eau, ça demande tout ça. Vraiment de manger les micro-pousses. Donc en fait, en gros, c'est des pousses qui durent, qui naissent entre, je crois, c'est 5 à 12 jours. Et en fait, on peut les récolter et ça contient quasiment, selon les variétés, ça contient entre 8 à 50 fois plus de nutriments dans ces 7 jours-là que si tu le laisses pousser pendant 3 mois. OK. Donc c'est vraiment, tu vois, avoir un impact sur la nourriture aussi et d'avoir plus de nutriments en une façon de cultiver, on va dire, qui est plus rapide.
Donc, c'était à la fois ça et à la fois aussi le design en lui-même. Quand on a travaillé dessus, c'était avoir un produit qui était toute la moitié, enfin, on va dire 70% du produit est en bois, en OK. bambou, donc fabriqué au Québec. Donc, c'est fabriqué local avec du bois qui est local. Donc, ça, déjà, c'était pas mal. Du Et bambou du Québec? Ou, ouais, Ah ouais, OK, ouais, parfait. Ça pousse où du bambou du Québec, maintenant? j'ai aucune idée où ils l'ont trouvé. Là-dessus, je les ai laissés chercher, mais c'est ça. Et, euh, ouais, et la deuxième idée, c'était vraiment, comme on disait tout à l'heure, par rapport à avoir un design qui était modulaire. Donc, ils ont deux versions. Ils ont une version qui est un étage, une version qui est deux étages. OK. Donc, on a designé et on a pensé la création pour que ça soit le plus simple possible. Donc, c'est pas deux produits différents. C'est qu'en fait, on a le produit un étage qui est, on va dire, avec une base en bas. Et comment je peux expliquer ça? En fait, c'est juste qu'on peut juste démonter une partie à l'arrière, insérer le deuxième étage et refixer une deuxième partie à l'arrière. Donc, en fait, et la partie d'en haut, c'est la même que la partie d'en bas. OK. Donc, pour faire simple, c'est qu'en fait, on a fait le design de un module et juste en changeant une backplate, on va dire, ça permet d'avoir un module x2. Donc, c'est vraiment tout bête, mais ça permet de juste, eux, ça leur permet de sauver des coûts aussi, mais ça permet que, en fait, ils peuvent juste avoir un produit et une partie changeable pour créer un deuxième produit qui est différent et qui répond à des utilisateurs qui veulent consommer plus ou qui sont un peu différents, justement. Fait qu'au niveau champ de l'impact des différentes pièces pour créer le produit et tout, dans le fond, j'imagine qu'il y en a peu, étant donné Ouais. que c'est ce système-là. Est-ce que je pense que ça fait partie de ta grille de la checklist d'un impact positif, d'avoir le moins de moules possible, je sais pas trop, le moins de pièces différentes ou Ouais. je vais se t'entendre là-dessus, je pense. Ouais, tout à fait. En fait, c'est vraiment ça l'idée, c'est de réduire les parts le plus possible et de faire que, je continue à parler de ce produit-là, mais par exemple, Ouais. l'utilisateur peut assembler lui-même, mais il peut aussi démonter une partie de lui-même et commander cette partie-là et la changer. Donc en fait, c'est vraiment un produit qui peut être réparé quasiment à l'infini et qui peut être modulable aussi à l'infini. Donc en fait, c'est ça qui était vraiment intéressant. Et tout ce qui est la fin de vie du produit, en fait, c'est la moitié c'est du bois, l'autre c'est du plastique qui est recyclé. Donc on a fait le maximum qu'on pouvait à ce niveau-là. Puis est-ce qu'il y a, genre, au niveau de, là, j'imagine on fait pousser des plantes, fait que, au niveau de l'eau, Ouais. est-ce qu'il y a comme une économie potentielle, des choses comme ça? Est-ce que, tu sais, la gestion, oui, était la gestion du produit, mais la gestion de ce que le produit utilise dans l'environnement, comme ça fait-tu partie de tes grilles d'analyse? Là, c'était plus leur produit à eux là, qui OK. était déjà fait comme ça. Donc nous, on n'est pas vraiment intervenu là-dessus. On les a plus aidés à faire le système. Et tu vois, au final, les tapis de pouce, ils sont compostables. Donc du coup, il n'y a pas de déchets quand tu les jettes et que tu veux les remplacer. Et l'eau, en fait, on a vraiment plus travaillé l'expérience du produit là-dessus. Donc tu rajoutes de l'eau, je crois, une fois par semaine. Et c'est tout. C'est la seule chose à faire. C'est tu dois rajouter de l'eau une fois par semaine et couper tes petites pousses et en replanter une fois que c'est fini. Donc c'est vraiment expérience produit vraiment pas compliqué, minimal, ça demande pas trop d'entretien. Donc même les gens qui n'ont pas la main verte, au final, ils peuvent l'utiliser. Et c'était vraiment ça l'idée, en fait. C'était vraiment l'idée de faire un produit qui était abordable et qui était utilisable par un enfant, on va dire. OK. Ouais. Ben, puis j'imagine, c'est d'avoir c'est comme un jardin sur ton comptoir, là. Fait qu'on apporte la nature à la maison aussi, un peu. C'était exactement ça. Ramener la nature à la maison. Quand on a travaillé sur la stratégie, c'était surtout travailler dans tout ce qui était le milieu urbain, donc il fallait pas que ça prenne trop de place non plus. Donc c'est pour ça qu'on a fait les deux étages qui sont verticales et pas horizontales. Juste pas mal de petits critères qui font qu'on a développé un produit qui, je pense, répond bien à leur marché et à leur cible. Ouais, ben, en tout cas, je vais aller regarder ça, puis j'inviterai notre public à le regarder aussi. Fait que Nova Gros, tu dis. Ouais. Et ils Ouais. ont lancé leur Kickstarter il y a 2 jours. OK. Donc, Super. Fait qu'on on va essayer d'envoyer ça dans la sphère. Puis moi, je me demandais, puis ce serait peut-être un peu la question de la fin, je la vois ouverte, c'est, euh, disons, est-ce que tu as un domaine ou un produit que tu te vois comme tu rêverais d'aller dans cette sphère-là, étant donné que tu es dans une agence, tu peux faire un peu de tout. Y a-t-il une chose que tu dirais, ça, j'aimerais ça designer ça, j'aimerais ça revoir ça ou créer ça si c'est une nouveauté ou c'est une petite question un peu plus ouverte, mais bah, as-tu un rêve, mettons, que t'es comme ça, Point Trade, j'aimerais ça faire ça avec l'équipe. j'ai pas de produit en particulier. Par contre, je garde en tête ma mission et la vision que j'ai un peu pour le studio, c'est vraiment de
faire des produits qui ont de l'impact et développer des nouvelles façons de faire les choses. Et donc, du coup, ce qu'on fait, c'est tous les vendredis, par exemple, tous les vendredis après-midi, on ne travaille pas pour nos clients, on travaille pour nous, on fait des projets d'innovation. Oh, OK. Et là, on travaille aussi avec des partenaires. On travaille avec une designer qui est en Allemagne, qui crée ses propres matériaux. Et du coup, on vient de créer un concept à base avec ce matériau-là et de repenser un peu les packaging dans la cosmétique, par exemple. Donc, c'est OK. vraiment... dans la cosmétique, il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est vraiment repenser le packaging cosmétique pour qu'il puisse être compostable, potentiellement recyclable ou faire des choses qui sont un peu différentes. Donc, on n'a pas de produit en particulier, mais c'est vraiment trouver un domaine où il y a beaucoup de choses à faire et essayer que ce soit développer le produit entier ou juste de faire des concepts et essayer de les mettre en ligne pour changer les mindsets et changer un peu les visions des gens. Donc, c'est vraiment ça qu'on essaie de faire pour l'instant. Fait que c'est plus un peu de regarder les marchés ou les types de marchés dans lesquels il y a le plus de gaspillage, mettons, actuellement, puis d'essayer, OK, comment on fait pour impacter ça de façon positive, comme ça va avoir un plus gros impact. Ouais, c'est exactement ça. Parce que tu vois, là, les deux projets sur lesquels on travaille avec justement les deux personnes qui créent ça, c'est deux personnes différentes. On a un, c'est du coup récupérer tout ce qui est déchets de la fabrication du chocolat. Et du coup, on arrive à créer un matériau à base c'est tout ce qui est l'écorce du cacao. OK. On arrive vraiment à créer un matériau comme ça, quasiment les mêmes caractéristiques que du plastique. Donc, on est en train de voir en ce moment pour faire que ce soit industrialisable et pour pouvoir le développer. Et un autre projet que je suis en train de travailler, c'est pareil. Et là, c'est pas en Allemagne, mais c'est en Suisse. Et c'est à propos, là, donc, c'est un domaine qu'on connaît un petit peu moins, donc on est en train d'apprendre énormément en ce moment. C'est tout ce qui est les semelles de chaussures qu'on mixe avec des bioplastiques, du bio-PLA et tout ça, pour pouvoir s'y mixer aussi avec de la peau de banane. C'est la base, c'est fait avec de la peau de banane en fait, et c'est pour repenser la semelle de chaussure, on va dire. Et maintenant, pour les gens qui sont ici et qui ne sont pas trop habitués au design industriel, c'est quoi un bioplastique? Même moi, je suis pas sûr de pouvoir donner la définition exacte. Oui, vas-y, grosso modo, je vais essayer d'embarquer aussi. Ouais, c'est plus de plastiques qui sont pas faits à base de pétrole en fait. Donc c'est vraiment des plastiques qui sont faits à base soit de maïs ou de déchets de la canne à sucre ou plein de choses, on va dire, naturelles en fait. C'est juste qui sont pas issus du pétrole. C'est ça. Puis après ça, eux, ils prennent ce bioplastique, puis là, en plus, ils ajoutent des pures de banane. Fait que j'imagine que les pures de banane est constitué un peu comme genre les déchets de la canne à sucre, c'est le même genre. C'est exactement ça. L'idée de base pour eux, c'est vraiment avoir une semelle qui est faite en peau de banane. Et du coup, pour certaines performances et caractéristiques dont ils ont besoin, ils sont obligés de le mixer avec des plastiques qui sont quand même bio. Ouais, pour ils ne peuvent pas juste récupérer la peau de banane et voilà. OK. Je trouve ça super. Je pense que je pourrais terminer avec ça. Je te dirais un gros merci pour cet épisode vraiment intéressant au niveau des objets à impact positif. Puis j'avoue que ça donne envie d'en savoir plus sur l'économie circulaire. Je dirais, n'hésite pas à m'envoyer des... En fait, on peut peut-être closer avec ça. Est-ce que tu as un ouvrage, un livre que tu référerais à notre auditoire par rapport à ça, l'économie circulaire, ce genre de domaine-là? Quelque chose qui te touche actuellement ou peut-être quelqu'un, un porte-parole un peu, tu sais, quelqu'un qui a un impact que tu écoutes actuellement, tu te dis, quand je l'écoute, j'apprends. J'ai pas forcément de livre en tête sur l'économie circulaire parce qu'il y en a pas mal. Mais les derniers livres que j'ai lus qui m'a vraiment marqué, c'est le livre, je crois qu'il a dû sortir en février, en mars, le livre de Bill Gates, qui est, je crois que le titre, c'est How to Avoid a Climate Disaster. Et en fait, c'est vraiment un livre très intéressant dans le sens où il prend tous les secteurs qu'on a sur la planète, que ce soit la construction, l'agriculture, le design, un petit peu tout, et tous les concepts un peu compliqués, il les explique en vraiment... C'est vraiment simple. Il explique ça vraiment de façon très simple. Et à la fin, on sait à peu près où nous, en tant que consommateurs, on va mettre notre impact et avancer pour réduire le changement climatique. Fait qu'il est au niveau de la vulgarisation, dans le fond, quand même. Même si c'est Bill Gates qu'on pourrait voir. C'est quand même un brain, un peu. Mais c'est vraiment bien fait. C'est vraiment... Tout le monde peut l'écouter, tout le monde peut lire et tout le monde... J'ai compris, donc tout le monde peut comprendre. Ok, super. Fait que je vais aller mettre ça dans ma wishlist. C'est une bonne idée. Puis merci beaucoup. Puis je te souhaite bien du succès pour la suite avec Punctuate puis avec les startups que vous allez pouvoir aider. Puis je vois qu'il y a des projets aussi internationaux. Fait que il y a du plaisir là-dedans. Super, merci pour ton temps. Merci pour ton temps. C'est un très plaisir d'être là. Au revoir. À la prochaine tout le monde. Puis on se revoit dans un autre épisode de Objet UX. Salut!